Bonjour, je m'appelle Mahamadou Danyoko, je suis malien, j'ai 47 ans, je suis né le 20 octobre 69 à Bamako. Là-bas, j'étais militant actif des partis politiques, jeunesse Adema, depuis avant la chute du régime. En 1991, j'ai participé à des associations dites démocratiques qui ont participé à la chute du régime de Moussa. J'étais dans la société américaine de gardiennage AMM pour la sécurité. J'avais fait la sécurité minière. J'ai travaillé à Shell pendant 6 ans. Et après, j'ai monté une petite affaire de vente de lubrifiants comme tenue des huiles moteur. Quand je dis lubrifiant, c'est les huiles moteurs. Souvent, ça fait rigoler certains ici, mais c'est les huiles moteurs, mais c'est écrit lubrifiant. Après, j'ai participé à la création, aux ateliers d'abord de réflexion sur la création d'un mouvement d'ensemble qui va regrouper toutes les tendances religieuses du Mali. L'objectif, c'est de pacifier le pays jusqu'à la nouvelle phase qui a abouti aussi un peu à la guerre civile chez nous de 2012. De guerre civile parce qu'il y a eu coup d'État. Je ne vais pas revenir sur les conditions du coup d'État. Compte tenu de cette circonstance, j'ai préféré émigrer pour un peu me reprendre, pour un peu me ressourcer, pour un peu être d'une certaine manière en sécurité sur le plan général. Donc mon asile n'a pas été tenu en compte. Donc de région en région. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis sur le territoire et j'ai demandé, dans le cadre de la loi Valls, si je peux postuler pour le titre de séjour normal, compte tenu que j'ai fait 5 ans sur le territoire. Ça, c'est un aperçu général de moi d'abord. Il y a un proverbe de chez nous qui dit « Quand tu vois le grand front d'un étranger, dis-toi un jour que tu vas voir sa grande nuque. » Ça veut dire qu'il est prêt à y retourner, il n'a pas vocation à vivre éternellement. Ici, quand même, il y a un autre proverbe qui dit aussi que le bois mort a beau séjourner dans le fleuve, il ne deviendra jamais crocodile. C'est-à-dire qu'on a beau séjourner ici pendant longtemps, aussi longtemps que cela soit possible, on ne deviendra jamais blanc. On sera toujours africain ici. Tout me manque du Mali. Tout. Parce que d'abord, rien ne peut remplacer ce grand Mali-là dans mon cœur. C'est le pays qui m'a donné la vie. C'est le pays où vit ma mère, bien que mon père ait décédé. C'est le pays où j'ai tous mes parents. Ma vieille mère, j'espère la revoir avant qu'elle ne me ferme ses yeux. J'ai eu des petits-neveux qui sont nés après moi. J'ai un homonyme qui me manque. J'ai des amis qui sont très chers. Des amis qui m'aiment bien, qui m'appellent régulièrement, donc ils me manquent. Il y a certains aliments qui me manquent que je ne pourrais pas trouver ici. Il y a l'environnement malien même. Mais j'essaie de sortir un peu pour me ressourcer, pour me reconstituer. Les hommes et les femmes du Mali me manquent. Ma culture me manque. Mes parents me manquent. Mes amis me manquent. Ce pays-là est extraordinaire. Et il n'a pas d'équivalent dans le monde. C'est sans chauvinisme disons exagéré, mais le Mali n'a pas d'équivalent. Et dans mon cœur et pour aucun autre Malien d'ailleurs. Ça, c'est notre conception de notre pays, c'est notre façon de le voir. Et je crois qu'il y a des choses quand même chez nous qui sont extraordinaires, qui font que ce pays-là sera toujours extraordinaire.
par ma présence, je suis aujourd'hui dans ce qu'on appelle le collectif de soutien aux migrants 44, dont je sers le porte-parole de différents squats. Je ne suis pas seul, mais je participe à tous les ateliers de réflexion, de conférences qui parlent de la problématique des migrants en France, leurs conditions d'accueil ici. Doulon, c'était un presbytère qui a été occupé lors de l'évacuation de la rue des Stocks, qui était un squat. Mais moi, je n'y étais pas. Moi, je suis venu rejoindre les gars en juillet 2000, précisément le 18 juillet 2015. Et ça faisait déjà un an que ça existait. On s'est retrouvés et avec les mineurs et avec les majeurs et souvent avec des femmes et enfants. C'était un squat qui était estimé à 80, mais ce n'était jamais exhaustif. Parce qu'on pouvait passer dans certaines chambres de 18 à 20. Il y avait de la promiscuité. C'est le résumé un peu de la situation des migrants sur le plan général en France. Parce que Doulon, si vous voulez, c'est d'abord beaucoup de nationalités, dont la majorité c'était des Soudanais, et après des Érythréens, des Tchadiens et des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des Maliens, des Ivoiriens, des Nigérians, des ressortissants de l'Afrique de l'Est, des Congolais, des Camerounais, mais aussi de la Guinée-Bissau et des îles. On avait aussi des Français qui étaient avec nous, parce qu'ils venaient de Mayotte. Donc Mayotte, c'est la France. C'était aussi des gens qui n'avaient pas eu de place au 115 qui nous rejoignaient. Donc c'est un ensemble de situations, un ensemble de vécus, des femmes il y a eu 3 femmes avec enfants qui nous ont rejoints. Après aussi, il y avait des femmes qui quittaient l'Espagne, qui n'avaient pas de solution, qui nous ont rejoints. Il y avait des Ouïghours, des gens de l'Extrême-Orient, à l'intérieur de la Chine. Les musulmans qui sont persécutés à l'intérieur de la Chine. Il y avait les Yéménites, donc des Maghrébins. Donc, c'est la France. C'est la France, c'est les étrangers. Ça parlait de toutes les langues, de toutes les cultures, de toutes les ethnies, de toutes les différences et de tous les vécus aussi. Mais aussi des mineurs qui n'étaient pas reconnus par la loi mineure, qui n'étaient ni mineurs ni majeurs, donc qui étaient en cette situation-là, qui résume un peu aussi la situation de tous ces jeunes aussi qui sont dans la rue de Nantes aujourd'hui, qui sont dans ces problématiques-là. Donc des gens qui se sont retrouvés administrativement, ils sont en droit d'avoir les maisons, mais ils n'en ont pas. Donc si vous voulez, on a constitué un collectif là-bas pour pouvoir demander la création d'un centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour avoir un logement décent. Voilà. La vie, c'était presque l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Donc, les gens, compte tenu des différences, les gens se regroupaient en fonction des affinités culturelles, parce que les habitudes alimentaires n'étant pas les mêmes, donc les gens ne mangeaient pas ensemble. Chacun préparait pour soi, avec souvent des difficultés d'accès parce qu'il n'y avait que 4 foyers de gaz. Donc les gens s'attendaient, souvent il faut attendre 2 heures pour pouvoir préparer. Nous les Africains de l'Ouest, si on n'a pas mangé le riz, on n'a pas encore mangé. Donc il y a des Maghrébins qui préparaient les couscous, des Soudanais qui étaient toujours dans la viande, avec du pain, les gens ressortissants de l'Afrique centrale avec leur bankou. Donc c'était des habitudes alimentaires différentes, c'était des mentalités différentes, des formes de pensée.
comme il y avait la promiscuité, il y avait des bagarres souvent, parce que regrouper des adultes comme ça ensemble, c'était pas facile, c'était pas gagné. Les gens dormaient à même le sol, les gens dormaient dans les couloirs. Donc l'expulsion est venue. D'abord, il y a eu le passage des Mouchis. Parce qu'il y avait eu au préalable des négociations en vue d'une évacuation pacifique entre guillemets. Lesquelles négociations ont duré 2 ans. Depuis que le lieu a été occupé, la préfecture et comme c'est un ancien presbytère que l'église n'occupait pas depuis 7 ans, donc quand il y a eu l'évacuation de la rue d'Estov, le collectif est parti l'ouvrir comme un squat. Mais l'église a vu que c'est occupé par des migrants. Ils sont venus demander, et la plupart c'est des musulmans, à 95%. Donc ils ont négocié avec, l'église a négocié avec la mosquée pour qu'ils trouvent une solution à ces musulmans-là qui occupent l'église. Et ces négociations ont duré, qui n'ont pas été couronnées de succès. Donc l'église a pris la situation en main avec la mairie et la préfecture. Donc il y a eu des négociations pour essayer de voir en urgence. Il y a eu des tractations plus ou moins claires, des propositions pour régulariser tel, ne pas tenir compte des déboutés, qui étaient une vingtaine. Donc le collectif n'était pas d'accord. Donc les négociations ont entraîné dans la durée pour permettre à chacun d'avoir une situation. Parce que le collectif, si vous voulez, c'est des Français bénévoles qui sont aux côtés de nous, les migrants étrangers, pour nous permettre d'accéder à nos droits. C'est des gens, des citoyens français, altruistes, qui donnent leur temps, leur énergie et leurs ressources souvent, pour nous appuyer, pour nous accompagner et pour nous permettre de vivre dignement et décemment ici. Donc ils sont avec nous nuit et jour, c'est le collectif qui a mené les négociations. Comme moi j'étais le référent, M. Xavier Brunier, le responsable diocésain qui est chargé de l'administratif au niveau de l'église, est venu me voir, il m'a dit d'ici quelques jours, le lieu va être évacué. Donc prenez vos dispositions, sortez vos affaires les plus indispensables, nécessaires et vos papiers, et les papiers sur vous, le 20 novembre. Donc, mais sans nous préciser exactement tel jour. Le 22 novembre, la police est venue avec une dizaine de camions de CRS, avec les journalistes. L'évacuation a été faite comme moi, comme beaucoup d'autres gens qui ont sensibilisé les gars pour que ça se passe de façon pacifique, sans air, sans incident, pour que ça ne joue pas sur nous, sur l'image des migrants, qui n'est pas bien vu par les médias, par la population, souvent dans la population. Les 12 ont fui, ils ont eu peur que moi, en tant que porte-parole, donc je suis resté, nous, quelques gars, l'église nous a logés pour 6 mois à 40 rue de Savenay, dans un foyer qui est d'adultes de 8 personnes. Donc, pour 6 mois. Et les autres ont été relogés à Gaston Turpin 76, Estime à 76, dans la situation administrative régulière, qui sont en attente de logement. Ceux qui ont eu peur de voitures de police n'ont pas été relogés. Ceux qui n'ayant pas dormi là-bas le jour de l'évacuation, ont perdu des affaires, bien sûr, mais aussi ils n'ont pas été relogés parce qu'ils n'ont pas été tenus, leurs noms n'ont pas été tenus dans les statistiques. Donc, ces gens-là sont estimés à une vingtaine ou une trentaine de personnes, comme ça, qui sont volatilisées dans la nature. Et ceux qui travaillent aussi. Et ceux qui travaillent aussi, effectivement,
ceux qui étaient à leur boulot. Voilà en résumé comment ça s'est déroulé l'évacuation. Maintenant, chacun se débrouille comme il peut pour se loger, dans les conditions qui sont propres à chacun. L'idée du centre d'accueil et d'hébergement d'urgence, on a travaillé là-dessus depuis 2015. Effectivement, la mairie traîne les pieds, mais moi-même, pour avoir participé à l'élaboration en tant que migrant, parce que le parti écologiste à l'intérieur du collectif a porté le projet, et nous, on a essayé de voir quels sont les besoins que peuvent avoir les migrants. À quoi peut ressembler ce centre d'accueil d'hébergement d'urgence, pour au moins intéresser aussi des gens qui sont à l'initiative, tels que les écologistes. Moi, j'ai imaginé même un potager à l'intérieur du centre d'accueil, avec ce qui peut être comme commodité, un ensemble. Donc, on a été devant la directrice de cabinet Aïcha Bassal. Elle nous a donné une information comme quoi il y a 100 lieux que la mairie a identifiés et remis à la disposition de la préfecture qui doit attribuer à qui les droits. Donc, mais sans tenir compte, sans même occulter même le projet qu'on vient de porter. Et nous, bec et ongle, nous on tient, parce que l'hébergement en France, selon la loi française même, elle est inconditionnelle. Ce n'est pas une question de statut administratif. Que la mairie semble toujours se positionner par rapport à ça. Il ne loge pas ceux qui ne sont pas assujettis régulièrement, alors que la loi française dit toute personne qui se trouve sur le territoire français, les autorités ont l'obligation de la loger. Personne ne doit être à la rue. Et ça, cette idée est aussi, c'est en référence aussi à un grand homme de France, l'abbé Pierre, qui s'est indigné des locaux vides et les gens à la rue. Donc, l'humain d'abord. Donc, le centre d'accueil et d'hébergement d'urgence que nous, on défend, moi j'ai été le défendre à Clisson, à Lorient, et j'ai eu par la même la chance de rencontrer un maire qui a beaucoup fait chez lui, le maire de comment il s'appelle, de Grand 7, Damien Carême, qui est venu à Nantes tout récemment visiter le squat de Wilson. La mairie ne veut pas entendre parler en réalité des centres d'accueil et d'hébergement d'urgence. Est-ce que c'est par rapport au collectif que la mairie refuse? Parce que les eaux vives ont déjà eu approbation pour leur projet, qui est la même, ou peut-être même qui se sont inspirés sur notre projet, qui tardent à voir le jour administrativement. Les eaux vives ont déjà reçu le financement, c'est la même chose, avec le même contenu que nous, le projet comporte. Par rapport à l'urgence qui se pose aujourd'hui, parce que il y a 1000 et quelques personnes, si on essaie de regrouper tous les migrants de tous les niveaux, les mineurs isolés, les personnes déboutées du droit d'asile, les personnes en situation de grande précarité, ça ne dépasse pas 3000. Pour une ville qui compte 600 000 habitants, qui a le budget de plusieurs milliards d'euros, quand même c'est difficilement compréhensible qu'on ne puisse pas pallier à ce problème-là. On ne le lâchera pas, on ne lâchera rien. On va continuer à lutter jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Ce n'est pas facile, il y a des embûches sur la route, on en est conscient, mais on va essayer, ça va demander de la communication, des informations auprès du public, surtout la population. Surtout la population est invitée à comprendre réellement ce qui se passe.
quand on parle de migrants, on ne parle que des hommes. Mais il y a des femmes et des enfants. Il y a des femmes et des enfants qui sont à la rue, qui sont dans les hôpitaux, pas pour se soigner, mais pour juste passer la nuit. Parce que le sang est débordé. Donc l'urgence est à ce niveau-là. Et c'est pour cela qu'on est en train de se battre. Pour que le projet puisse voir le jour. Les mineurs, par rapport à ce qu'ils me racontent, c'est extraordinairement pénible, difficile à expliquer. J'essaie d'imaginer le vécu. Moi, je suis venu par avion, je connais. Donc, d'abord, ils quittent les guerres. En Afrique, il y a la guerre, il y a la guerre civile, pour ne pas parler de problèmes économiques. Le vécu quotidien en Afrique est devenu une forme de guerre aussi, qui ne dit pas son nom. Les enfants, ils fuient le trafic d'enfants, ils fuient la misère économique et la misère climatique. Parce que la terre ne nourrit plus son homme en Afrique. La terre s'appauvrit, s'achève, le manque de pluie. Donc, il y a une forte migration à l'intérieur. L'Europe est en train de trembler pour quelques millions de personnes. Mais il y a une migration à l'intérieur du continent qui fait 100 millions. Migration qui est la plus importante du monde. Donc les enfants fuient la guerre, la misère. La guerre, c'est partout en Afrique. Montre-moi un pays en Afrique qui est stable, tranquille, ça n'existe pas. Donc les gens fuient ces conflits, ces guerres, et souvent pour prendre la mer, sans aucun espoir de voir le bout. Il y en a beaucoup qui perdent la vie en mer, ou qui sont récupérés par les mafieux, qui sont exploités avant de s'échapper, qui sont pris en otage. En Libye, il y a des prises d'otages. Les migrants, non seulement ils sont pris en otage, encore on demande à leurs parents de verser des rançons pour les libérer. Encore, en ce moment, tu cherches de l'argent pour venir en Europe. Et encore, tu restes au port de l'Europe. Rares sont ceux qui parviennent quand même à entrer. Donc, les mineurs, ils fuient la guerre. Ils fuient la misère, qui est une condamnation à mort. L'agriculture ne donne pas. Il n'y a pas d'usine. Est-ce que tu vas t'asseoir crever de faim? Non. Tu es obligé d'être nomade. Et le nomadisme te pousse à quitter ton pays. Ça aussi, c'est l'homme vit d'espoir. Si tu parviens à quitter le pays, déjà, tu as un espoir d'un lendemain meilleur. Par rapport à celui qui sédentarise alors qu'il n'a rien. Se meurt à petit feu. Donc c'est par ambition qu'il quitte. C'est pour sauver leur tête. Surtout. C'est pas de gaieté de carcamage. Ma présence à Nantes n'a jamais été du tout repos. Elle n'a pas été repos ni positivement ni négativement. Parce que j'ai été sollicité. Sur le plan financier, quand même, pour le moment, il n'y a pas de rentrée. Mais au point de vue richesse morale, satisfaction morale, je crois qu'il y a beaucoup à se réjouir qu'à rester amer. Le seul bémol, c'est toujours dans l'attente que je suis dans l'attente. Administrativement, ça c'est un peu présent. Le fait que je suis seul aussi, quand même c'est un cri de cœur, je suis un célibataire. Donc ça c'est des tristesses, mais
À part ça, je ne m'ennuie pas dans cette ville-là. Ma présence en France n'aura pas été vaine. Je suis très content de me retrouver ici. Peut-être que je vais me plaire encore dans le futur, je l'espère. En tant que croyant, en tant que Malien, nous on est des gens qui sont des éternels optimistes jusqu'au dernier souffle. Donc je reste positif et optimiste.